Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire Les Français et le commerce sur mobile, donc la présentation des résultats de l'étude Opinionway I Love Retail pour Proximis. On va passer une petite heure ensemble, donc en compagnie de Mike, Nicolas, Aurélie et Anaïs. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Plusieurs temps de parole. Donc, je vais commencer les hostilités en vous présentant les chiffres de Cap Digital pour ensuite céder la parole à nos différents experts. Suite à cette présentation de l'étude, on va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter la programmation de nos prochains événements. Juste avant de commencer la présentation des chiffres, je vais vous présenter la plateforme. Sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. L'onglet chat est à utiliser pour vous saluer ou pour faire part de votre présence ou écrire un petit texte comme je viens de le faire pour vous dire bonjour, vous présenter l'étude et vous mettre également le lien de notre prochaine programmation. Et l'onglet questions est à utiliser uniquement pour pouvoir poser vos questions aux différents intervenants. Pour rappel, on y répondra non pas au fur et à mesure, mais à la fin de l'intervention de nos différents experts. J'en ai terminé pour la plateforme. Je vais reprendre la parole pour dire les chiffres clés donc, de Cap Digital. Cap Digital est un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME et start-up, 90 grands comptes. Nous avons 14 ans d'existence, 15 ans maintenant, étant donné que c'était les chiffres 2019, donc 15 ans d'existence, pardon. J'ai oublié de parler des 70 EFR et 10 fonds d'investissement qui représentent nos 1000 membres adhérents. Notre équipe est composée de 120 experts et de 40 collaborateurs qui sont bien évidemment à votre entière disposition en tant qu'adhérent Cap Digital. Si vous souhaitez également avoir différentes informations sur l'adhésion à Cap Digital ou les différents services que nous pouvons vous proposer, n'hésitez pas à vous diriger auprès de nos différents collaborateurs. Vous avez l'ensemble de leurs coordonnées sur notre site capdigital.com. Cap Digital, juste, Maï, j'ai oublié de parler des événements, excusez-moi. Cap Digital organise également différents événements comme aujourd'hui. Donc, en 2019, on a eu l'occasion de pouvoir organiser plus de 120 événements et d'accueillir 12 000 visiteurs sur le festival Futur en scène. J'en ai terminé pour cette slide. Pour les projets, donc en 2019, 3014 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006, dont 1624 labellisés et 856 financés. Concernant l'accélération, 1 milliard d'euros ont été levés par les entreprises du pôle en 2019, dont 72% via nos services d'accélération en recherche et développement. 40% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 30% des entreprises de la French Tech 120 sont également membres de Cap. À propos de la transformation numérique, en 2019, plus de 100 mises en relation qualifiées ont été faites. Donc, mise en relation qualifiée, c'est-à-dire entre les startups et les grands comptes via nos différents programmes. Et depuis 2015, nous avons mené plus de 100 projets d'open innovation. Dernière slide avec quelques chiffres avant de laisser la parole à nos différents experts. Donc, des chiffres Europe, plus de 40 projets européens ont été travaillés par le pôle, dont 12 sur la seule année 2019. Nous sommes également le premier cluster européen à accéder au statut de core partner au sein d'AliIT, en l'occurrence l'IT Health, et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. J'en ai terminé. Je laisse donc la parole à Mike et Anaïs pour la présentation de l'étude, donc en compagnie de Aurélie et Nicolas. C'est à vous. Merci Nadège, bonjour à tous. J'ai le plaisir en effet aujourd'hui d'animer cette présentation autour d'une étude que nous avons réalisée avec I Love Retail et Opinionway pour Proximis sur le comportement des Français vis-à-vis du commerce mobile et l'utilisation du mobile au sens large dans le commerce. On aura le plaisir de vous présenter ces chiffres en deux parties. À la fin de chaque partie, Aurélie de Jouet Club et Nicolas de Noroto réagiront et nous partageront leur expérience
leurs ressentis et puis quelques projets qu'ils ont pu mener au sein de leurs enseignes autour du commerce sur mobile. Juste avant de démarrer, quelques mots sur I Love Retail. C'est un réseau d'experts que j'ai créé il y a plus de 5 ans maintenant, parce que nous sommes des super capteurs des tendances par nature, et alors ça se traduit par l'organisation de store tours, de learning expéditions. Je ne vous cache pas qu'il y en a légèrement moins depuis 1 an, ça nous manque, on est très pressé de repartir sur nos territoires favoris pour étudier comment le commerce évolue dans des zones en avance ou différentes comme en Amérique du Nord ou en Chine. On fait des rapports de tendance, d'innovation, des études comme celle d'aujourd'hui, des opérations d'influence et aussi des événements. Anaïs, bonjour. Et avant de démarrer sur cette étude, quelques mots sur Proximis? Oui, avec plaisir. Je te remercie, Mike. Bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je m'appelle Anaïs. Je suis responsable du branding et de la communication chez Proximis. Ce que vous voyez à l'écran nous résume bien. Et si je dois résumer Proximis encore plus brièvement et en une phrase, je dirais que Proximis, c'est la solution qui va remédier à la complexité du retail. Comment? Eh bien, en réconciliant le commerce et les nouvelles habitudes des consommateurs. Donc, en faisant cela, on accélère les ventes. Et vendre, c'est l'essence même du métier du retailer. Donc, et c'est pas sans raison donc qu'on en a fait notre mission. Donc, comment on fait cela? On le fait grâce à une expertise avérée dans le secteur du retail, qui est portée par l'expertise de collaborateurs et de fondateurs qui mènent ce projet depuis plus d'une dizaine d'années déjà, et une solution pionnière et complète qui va aussi se décliner sous différents modules et s'adapter à différents systèmes existants pour, alors d'une part, fluidifier le parcours d'achat des consommateurs sur les différents canaux, et d'une autre, simplifier les opérations commerçantes. Donc, je vais passer à la prochaine slide. Mike, si tu veux bien, je te remercie. Donc, nous sommes fiers d'accompagner plus d'une 50aine de marques aujourd'hui dans leur transformation digitale. Mais nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Jouet Club, représenté par Aurélie Saïda, qui fait partie de ses clients. Il y a d'autres exemples que vous voyez à l'écran, comme Autobax, qui a plus d'une dizaine de magasins, ou encore Jacques du Bruges avec presque 500 franchises, le groupe Prise, qui a un réseau de plus de 1000 magasins, qui et toutes ces références qui évoluent aussi bien en France qu'à l'international. Je vois l'Azuré, je vois MSD. C'est bien la preuve de notre capacité à accompagner des réseaux de retailers physiques de toute taille dans l'intégration sous toutes ces coutures du digital au magasin. Donc avant de passer et d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que Proximis collabore depuis plusieurs années déjà avec I Love Retail, et c'est toujours un plaisir de travailler avec Mike et ses partenaires. Et c'est toujours également très passionnant de découvrir les résultats des études qui sont menées et de mieux comprendre ces nouveaux comportements d'achat et les évolutions qui s'opèrent au niveau des habitudes de consommation. Merci Anaïs. C'est vrai que cette étude que nous venons de mener là, sur le mois de janvier, elle fait écho à un benchmark que nous menons ensemble et que nous sortons traditionnellement, donc à 6 mois d'écart, en septembre, sur le commerce unifié en France. Et donc on a le pendant entre la partie commerce unifié, achat en ligne et achat en magasin, avec l'utilisation spécifique du mobile. Alors, juste avant de rentrer dans les résultats, quelques mots de méthodologie. Donc, cette étude a été menée avec OpinionWay les 20 et 21 janvier dernier, c'est tout récent, selon les méthodes des quotas traditionnels, avec un échantillon représentatif de la population française en termes de sexe, de tranche d'âge, de région, d'activité professionnelle et de taille d'agglomération. On va vous présenter les résultats en 2 parties. D'abord, comment les Français achètent en e-commerce et plus spécifiquement sur le mobile. D'abord, on leur a demandé quels équipements ils utilisaient pour faire leurs achats et dans quel lieu. Alors, le lieu privilégié, c'est le séjour. 75% des Français font leurs achats depuis leur séjour, mais un Français sur 2, 49%, fait des achats, quel que soit le device, le terminal utilisé, dans sa chambre, 36% dans la cuisine, 34% sur le lieu de travail, un Français sur 4 dans les transports en commun, les restaurants ou les cafés, des situations de mobilité par excellence,
même si en ce moment c'est plus difficile. 23% en voiture, situation de mobilité aussi. Et peut-être plus drôle, un Français sur 5, 21%, depuis la salle de bain ou depuis les toilettes. Et les devices utilisés, bien entendu l'ordinateur, 75% des Français font des achats sur Internet depuis l'ordinateur, mais une très forte explosion du mobile. Un Français sur deux aujourd'hui, 48% des Français font leurs achats depuis un téléphone mobile, 1 sur 4 depuis une tablette. Donc le mobile monte, l'usage de la tablette baisse. Par le passé, on voyait que le mobile était plutôt utilisé pour des recherches, des comparaisons, mais pas pour aller jusqu'au bout de l'acte d'achat. Et on va voir aujourd'hui pourquoi ça monte. Et c'est aussi parce que les enseignes se sont mobilisées pour proposer des expériences nouvelles. Et puis, on voit poindre un nouvel usage, 8% quand même, c'est pas mal, des assistants vocaux, donc les Amazon, Alexa, Google Home, etc. Si on regarde le détail aujourd'hui, bien entendu, l'ordinateur dans le séjour reste majoritaire, mais vous voyez que le téléphone mobile monte sur dans tous les lieux, que ce soit le séjour pour un Français sur 4, la chambre pour un Français sur 4, la cuisine, le lieu de travail, les transports en commun. Et ça continue puisque le mobile est majoritaire, bien entendu, au restaurant, café, voiture, mais aussi salle de bain, toilettes et d'autres types de lieux. Anaïs, un petit commentaire sur ces premiers usages déclarés? Oui, bien sûr. Merci Mike. Ce qui est certain, c'est que la crise nous a fait prendre de nouvelles habitudes. Ces chiffres sont intéressants parce qu'ils montrent que le mobile ne remplace pas le PC et la tablette. Et ça illustre bien l'importance de proposer une expérience de commerce unifiée. Forcément, c'est notre dada, c'est proximiste. Donc, le consommateur va utiliser le mobile à un certain moment dans son parcours d'achat, en complément d'autres outils, pour rechercher, choisir et finaliser l'achat d'un produit. Donc, on voit assez clairement qu'il est important de proposer un parcours d'achat sans couture entre ces différents points de contact pour ne pas perdre le consommateur en cours de route. Donc, il s'agit ici d'une de nos principales propositions de valeur chez Proximus. Et puis, il y a des indicateurs clés de performance que nos clients ont pu observer, comme la réduction du nombre de paniers abandonnés, la réduction du taux de rebond de ces clients lorsque cette expérience est fluide, et le mobile a toute sa place, effectivement, dans cette équation. Merci Anaïs. J'en profite, j'ai quand même un œil sur les questions, même si on y répondra à la fin, mais là c'est rapide. On me demande quelle est la croissance du mobile depuis l'an dernier. Alors, nous, cette étude, c'est la première fois qu'on l'amène, on la refera certainement dans un an, donc on n'a pas la croissance sur cette étude. On a des chiffres qui sont à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on a eu une année très particulière. Donc, on a des chiffres de l'ordre de 3 à 5%, mais peut-être que nos intervenants nous en diront plus dans leurs enseignes. Quand je dis que c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on a une année compliquée avec, en termes d'usage, des périodes de confinement où les Français étaient moins en situation de mobilité, plus à la maison, et donc avec une recrudescence temporaire de l'utilisation de l'ordinateur versus le mobile, et un redémarrage à certaines périodes. Donc on n'est pas, je dirais, en fonctionnement nominal. Il y a une tendance qui monte, mais vous donner des chiffres là, ce serait faux. Ça va être très intéressant de le mesurer dans un an. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'affichage, parce que je vois que on ne voit plus les slides. Nadège, si vous pouvez... Oui, je pense qu'il doit y avoir une mauvaise manipulation. Il faudrait repartager ton écran, Mike, s'il te plaît. On y va. On va faire ça tout de suite. Je n'avais pas touché pourtant. Hop. D'où l'intérêt d'avoir un petit écran de contrôle. Voilà. Et on y va. C'est parfait. Alors ensuite, on a souhaité questionner les Français sur les moments de la journée. Et ils achètent sur Internet, au sens large, principalement entre 15h et 19h et entre 19h et minuit, même si c'est lissé. Mais ce lissage est plus fort sur le mobile. Le mobile n'est jamais majoritaire, vous voyez que l'ordre ne change pas, hein. Mais globalement, c'est entre 15h et minuit qu'il y a plus d'utilisation de mobile, avec quand même 15% le matin, entre 9 et 12, et 16% en début d'après-midi. Et enfin, leur demander la fréquence pour des types de produits et des types de lieux d'achat. Explosion des grandes surfaces alimentaires, y compris sur mobile. Ça, c'est vraiment lié à cette année particulière que nous venons de vivre, hein, puisqu'on sait que le e-commerce alimentaire
que ce soit en drive ou en livraison à domicile, a explosé cette année. Je rappelle que Michel-Édouard Leclerc disait qu'ils ont fait, pour le groupement Leclerc, un chiffre d'affaires drive en 2020 qui était le chiffre qui était escompté en 2024. Donc on sait qu'il y a une accélération forte. Donc 34% des Français font un achat par téléphone, sur leur téléphone, et vont jusqu'au bout de l'acte d'achat au moins une fois par mois. Ça, c'est quand même énorme, un tiers des Français. 18% dans l'alimentaire, juste après la mode et l'habillement qui étaient traditionnellement déjà plus hauts sur le mobile. Ensuite, les e-commerçants généralistes à 14%. Vous voyez, c'est quand même, les chiffres sont quand même assez homogènes. Les e-commerçants généralistes, c'est Amazon, c'est Discount, etc. On a la beauté, le soin avec 12%, culture high-tech avec 12% également, le chocolat, la maison, les jouets avec 8%. Aurélie nous expliquera pourquoi ce chiffre est peut-être un petit peu plus faible et c'est vrai qu'il y a des explications qu'on n'avait pas forcément en tête. Et puis après, on descend et Nicolas, tu nous diras aussi pourquoi en automoto, on est si bas. Depuis la crise sanitaire, on leur a demandé si sur tous ces lieux, il y avait une utilisation plus fréquente qu'avant du mobile ou moins fréquente qu'avant. Globalement, il y en a 24% qui disent utiliser plus souvent leur téléphone mobile pour acheter au moins un type de produit. Mais on voit quand même que cette période, comme je disais tout à l'heure, avec ces confinements et ces restrictions de mobilité, ont atténué cette hausse. Et on voit que l'ordre, en revanche, des progressions reste le même que le slide précédent. Anaïs, ça serait intéressant que tu nous en dises quelques mots. Ce qui est certain, c'est qu'un parcours d'achat est très variable et imprévisible. Ces chiffres l'illustrent, encore une fois. Le moment de la journée, le type d'achat, le contexte, toutes ces choses vont jouer. Et donc, si moi, en tant que la consommatrice lambda, si je m'embarque dans un parcours d'achat, on peut imaginer que je le démarre sur un moteur de recherche, que je clique sur une photo sur un réseau social, Instagram par exemple, ou que un produit attire mon attention en magasin et que je finis par le poursuivre ou si je démarre sur le magasin sur le moteur de recherche ou si je le démarre sur le moteur de recherche en magasin. Donc dans tous les cas, peu importe ces combinaisons, ça va varier d'un consommateur à un autre. Et il est vraiment important, et ça confirme, ça fait écho à ce que je disais un peu plus tôt, d'offrir une expérience d'achat sans couture avec le mobile qui est mis présent dans ce parcours pour permettre aux consommateurs d'avoir une expérience fluide. Donc on y reviendra plus tard, mais le mobile a certainement toute sa place et il est important aux retailers de se poser la question de comment je fais pour rester en contact permanent avec mon consommateur, indépendamment de l'étape dans laquelle il est dans son processus d'achat grâce au téléphone portable. Merci Anaïs. Alors, sur cette partie-là, sur l'évolution des comportements, comme je vous le disais, on aimerait avoir le retour de nos distributeurs. Aurélie, je disais tout à l'heure, une moindre utilisation dans le jouet, mais une utilisation qui est en croissance et assez particulière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En effet, c'est une utilisation assez particulière parce que tout à fait, elle a augmenté notamment pendant la période de confinement parce que quand les écoles notamment ont fermé et qu'il a fallu garder nos enfants chez soi et avec nous, il a bien fallu les occuper. Donc du coup, ça a été une occasion de croissance au niveau du marché, mais c'est aussi intéressant le mobile par rapport à nos us et coutumes. Par exemple, en période de Noël, le Père Noël des fois, il est obligé de se cacher dans les toilettes ou dans la salle de bain pour pouvoir réaliser ses achats, tout simplement. Donc, du coup, effectivement, alors nous, on n'a pas fait spécifiquement d'études là-dessus, mais on le sait parce qu'on le voit notamment par l'intermédiaire des différents réseaux sociaux. Et je pense qu'on peut confirmer que, effectivement, le mobile est utilisé dans les toilettes, dans les salles de bain, dans les transports, là où on peut commencer à faire son showrooming, donc c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui se passe en termes de produits sur les sites e-commerce et puis aller continuer son achat soit en magasin, soit sur Internet, via le mobile ou via le desktop, peu importe. Mais effectivement, ça fait partie de nos us et coutumes d'utiliser du mobile et côté Jouet Club, évidemment, on l'encourage fortement. Ça fait un petit moment qu'on est résolument orienté mobile first. On tend à toujours s'y améliorer. Et à investir là-dessus, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et tu nous parlais quand même d'une inversion de tendance depuis 2-3 ans
qui est réel, qui rejoint un petit peu la question là, sur l'évolution et qui est dans les faits, en tout cas dans les stades d'utilisation, tant de consultation que de transformation en acte d'achat. Tout à fait. Et là, j'ai regardé par exemple les stats sur ce début janvier jusqu'à ce fin mars. Bon, le 31 mars n'est pas terminé, mais on est à plus de 40% de conversion par rapport à l'année dernière sur du mobile, par rapport à N-1. Et on en était déjà convaincus parce que lorsqu'on a changé notre plateforme e-commerce il y a un peu plus de 3 ans, on s'était déjà résolument tourné vers le mobile avec des expériences responsive design, parce que c'est une tendance qu'on avait pu observer notamment aux États-Unis. Et en général, ce qui se passe aux États-Unis, ça finit par arriver en France. Donc on s'était un peu penché sur ce genre d'études pour orienter notre stratégie en direction du mobile principalement, mais pas que. Génial, merci. Alors Nicolas, chez Noroto, on n'est pas dans le même contexte. On vend certes des produits, mais on vend aussi des services, avec des services un peu plus complexes, avec de la prise de rendez-vous. Et pourtant, toi aussi, tu remarques une forte augmentation du mobile. Effectivement, on focalise vraiment l'attention sur le mobile chez Noroto parce que c'est vraiment quelque chose de primordial. On a, avec la crise sanitaire, aussi développé des nouveaux services comme le paiement sans contact aussi en magasin. Et on apprécie aussi, les clients ont apprécié aussi de pouvoir finalement réaliser la transaction aussi dans le magasin. Ça, c'est quelque chose qui, dans les chiffres, montre de beaux effets aussi également. Donc, ça fait partie de cette logique. Et également, comme disait Aurélie aussi, on a des réflexions pour optimiser aussi notre expérience sans couture dans l'idée de travailler un site aussi également responsive pour vraiment qu'il y ait le moins de friction dans l'expérience entre les différents devices finalement. Et là aussi, tu mesures une augmentation, certes, de la fréquentation sur mobile, mais plus uniquement de la consultation, de la transformation de l'acte d'achat. Et est-ce que c'est vrai pour les produits et aussi pour la prise de rendez-vous service ou moins? Alors, c'est assez délicat parce qu'on a la particularité chez Noroto d'être sur des produits quand même très techniques. Aussi dans les prestations que les produits sont quand même potentiellement affectés à un véhicule, etc. Et donc, la technicité fait que on est quand même, en étant tout à fait honnête, on est quand même assez légèrement en dessous des stats du marché sur la transformation sur mobile. Par contre, effectivement, le trafic est en augmentation et on l'observe pas qu'en France parce que sur nos autres pays en Europe aussi, notamment en Espagne, Portugal, c'est encore plus prégnant en fait dans les chiffres. Merci. Je vois qu'il y a une petite question. Est-ce que le mobile inclut la notion de tablette? Non, vous reverrez dans les slides qui seront mis. De toute façon, toute la présentation sera mise à disposition tout à l'heure. La tablette est ressortie, mais on voit que son usage, comme je l'ai dit au tout début, est en forte baisse. Pourquoi? Parce que d'abord, on a des smartphones qui sont plus puissants avec des écrans plus grands, et puis parce que les distributeurs nous proposent des interfaces responsives sur mobile qui sont beaucoup plus intéressantes qu'avant. Donc c'est vrai qu'il y a un moindre intérêt de la tablette, d'autant plus que les systèmes de paiement intégrés, etc., sont plus faciles sur mobile, et puis parce que le consommateur a tout sur son mobile, toute sa vie, tout son quotidien, un envoi par SMS, etc., ce qui n'a pas forcément de manière aussi facile sur la tablette. Donc c'est vrai qu'il y a un usage de la tablette qui n'explose pas, voire qui a tendance à baisser. Alors, deuxième partie de la présentation de ces résultats, que ce soit sur un achat en magasin ou en ligne, on va voir que le mobile est aujourd'hui incontournable. Même si ce n'est pas pour l'acte d'achat lui-même, pour aller jusqu'à la transformation, on a besoin de son mobile partout et tout le temps. La première question qu'on a posée aux Français, c'est où est-ce qu'ils recherchent principalement des informations avant l'achat? Alors, 70% des Français recherchent des informations avant l'achat sur ordinateur, mais 42% des Français utilisent leur téléphone mobile pour rechercher des informations avant l'achat. Et vous voyez, 13% utilisent leur tablette et 25% recherchent leurs informations en magasin. Et ça, c'est un canal qui est très étonnant, on va le revoir après. Quelles sont les informations qui sont cherchées prioritairement sur téléphone mobile avant l'achat? Mais c'est avant tout la localisation du magasin et les horaires d'ouverture du magasin. Donc, on est vraiment dans du commerce unifié pur, c'est-à-dire que avant même de penser est-ce que je vais acheter sur mobile ou pas, ou est-ce que je vais regarder la comparaison des prix, qui est indépendante du fait d'acheter en magasin ou en ligne, elle n'est qu'à 20%. Mais on est à 30 et 31% pour
la localisation, les horaires d'ouverture du magasin. La disponibilité du produit vient juste après le prix à 17%, à égalité avec les avis clients, et les caractéristiques du produit ou les comparatifs des produits sont à 16 et 15%. Vous voyez qu'on n'a pas exactement le même ordre que sur ordinateur, puisque sur ordinateur, la première chose que les Français vont chercher sont les caractéristiques du produit, les comparatifs de produits, et non pas les informations sur la localisation ou les horaires d'ouverture du magasin qui arrivent en 4e et 5e position, après la dispo produit et les avis clients. Donc, on a vraiment un mode de pensée qui est différent quand on est sur son mobile. Anaïs? Oui. Effectivement, le maillage entre magasin et digital est très fort et puis ces chiffres sont passionnants. Je parlais de liens entre les différents points de contact et on y revient ici. Si je fais un découpage tout simple entre les deux univers, on peut parler du digital d'un côté et des magasins physiques de l'autre. Et je vais mettre le mobile dans l'univers du digital. Aurélie Kaila a parlé d'un site web avec un responsive design un peu plus tôt, qui est une manière de rester en contact avec le consommateur durant ses visites en magasin. Et donc, c'est une façon aussi de relier ces deux univers de manière fluide. Ce qui est intéressant, et puis ce serait peut-être utile de le mentionner ici, c'est que ceux qui arrivent justement à faire ce lien entre les canaux physiques et les canaux digitaux affichent les meilleures performances. La FEVAD parle l'année dernière d'une augmentation de plus 53% sur les ventes en ligne, de manière assez générale. Et lorsqu'on compare à la performance de nos clients chez Proximus, on a constaté une progression 5 fois supérieure à ce chiffre, parce que précisément nos clients se concentrent sur cette expérience de commerce unifié et cherchent à intégrer sous toutes les coutures le digital au retail physique. Donc, en d'autres mots, le consommateur peut utiliser son mobile en même temps que son expérience en magasin. Et dans le contexte actuel, c'est vraiment la direction dans laquelle il faut penser. Merci Alice. Alors, l'utilisation du téléphone mobile maintenant lorsqu'on est en magasin. On a un Français sur deux, un 48%, qui utilise souvent leur téléphone pour effectuer au moins l'une des actions qu'on a proposées. La première utilisation du mobile quand on est en situation d'achat en magasin, c'est l'utilisation de la carte ou des points de fidélité dématérialisés. Deuxième usage à 42%, la recherche d'infos sur le produit. On est en magasin, mais on recherche quand même des informations complémentaires. 41%, prendre une photo. Ensuite, comparer les prix. Je suis en magasin, je me demande si le prix qu'on me propose est le meilleur, donc je vais regarder quand même ce qui se passe ailleurs. Le paiement sans contact. Alors là, on le sait, il y a une très forte croissance depuis le mois de mars dernier et la crise sanitaire. La géolocalisation d'un autre magasin, si jamais il y a une rupture de stock. L'envoi d'une photo du produit à un proche, on est quand même tout ça, plus d'un tiers des Français. À chaque fois, on est entre un tiers et la moitié. La préparation de sa liste de courses, l'envoi d'un message pour appeler, l'envoi d'un message ou l'appel à un proche à propos du produit pour avoir un avis. Et puis plus bas, mais qui montre quand même le scanner un QR code. Un QR code, il était mort, on n'en parlait plus. Et au mois de mai dernier, quand les restaurants ont rouvert, et qu'on s'est mis à avoir des cartes dématérialisées activables avec un QR code, et ben on a vu que tout le monde, les seniors, les jeunes, etc., ont appris en 2 secondes à utiliser le QR code. Et aujourd'hui, ça revient en usage dans les magasins. Voilà. Puis enfin, les posts sur les réseaux sociaux. Juste avant de te passer la parole, Anaïs, parce que je pense que ça peut reboucler, mais il y a une question sur ce qu'on entend par l'expérience d'achat sans couture. Est-ce que ça passe uniquement par la connaissance client est-ce que c'est la connaissance client ou c'est une ergonomie similaire entre les différents devices? Non, on ne parle pas que d'une ergonomie similaire. On parle réellement, mais je pense que Anaïs en parlera plus en détail à la fin de la présentation, on parle réellement d'une expérience où on va pouvoir commencer un achat sur un canal, le poursuivre sur un autre, le terminer ailleurs, donc entre l'ordinateur, le téléphone, la tablette, le magasin, avoir une visibilité sur la disponibilité, sur les stocks, sur les promotions, etc., que pour tout ceci, on soit reconnu de la même manière, mais que pour le client, ce soit fluide. On ne peut plus aujourd'hui avoir des enseignes qui fonctionnent, et heureusement, il y en a de moins en moins, comme des magasins différents entre le web et le magasin physique. C'est absolument plus possible. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, on avait des enseignes qui pratiquaient des prix différents
en ligne ou en magasin. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Anaïs? Oui, et puis, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, même si c'est le cas, le consommateur aujourd'hui a clairement une attente sur de la transparence vis-à-vis du retailer. Et donc, si c'est une pratique qui est encore d'actualité, il faudrait qu'il le sache dans le monde idéal parce que, comme l'information est libre d'accès, il aura ainsi la possibilité de constater et puis de faire un choix en conséquence. Et pour répondre à la question de Charles-Antoine, je pense que l'expérience d'achat sans couture peut être proposée de différentes manières. La personnalisation, la connaissance client sur tous les canaux est une des manières, l'ergonomie est une autre des manières, très certainement. Chez Proximus, notre meilleure réponse, c'est le check-out unifié, qui est un peu la marque de fabrique de notre solution et qui se matérialise par un panier unique qui va accompagner le consommateur sur tous les canaux sur lesquels il sera amené à interagir. Donc, pour lui permettre de rajouter les produits qu'il souhaite, qui l'intéressent, de choisir un mode de livraison différent pour chacun de ces produits et de passer à une étape de paiement qui va être unique pour l'ensemble de ces produits et les différents modes de livraison associés, comme on peut le voir sur Amazon par exemple, pour valider son achat. Et donc, cette expérience de commerce unifié, elle va se traduire par le fait que le consommateur aura un seul panier qui pourra l'accompagner le long du canal, que le vendeur en magasin pourra récupérer si jamais il est nécessaire qu'il lui apporte des informations complémentaires par rapport aux produits qui sont dans son panier, qu'un service client par téléphone aussi pourra récupérer, un historique d'achat web qui sera accessible aux différentes équipes qui vont interagir, du retailer qui vont interagir avec le consommateur pour justement répondre au mieux à ses attentes, lui apporter toutes les informations nécessaires sur la disponibilité du produit, sur les modes de livraison mis à sa disposition pour qu'il puisse le récupérer. Et donc on y revient, ça parle on revient à la promesse en fait finalement que l'on va apporter, que l'on va donner, que le retailer va donner au consommateur et lui permettre d'avoir accès à toutes les informations dont il a besoin pour effectuer son achat. Donc c'est une manière de lier effectivement cette expérience sur mobile avec les magasins et les visites en magasin ou les produits en magasin du retailer. Alors, on va avancer. Je vois que l'heure tourne, donc on va essayer, toi comme moi, d'être un peu plus bref parce que j'aimerais qu'on conserve le temps d'échange avec nos intervenants et les réponses aux questions. Et on a encore des chiffres très intéressants à vous présenter. On a demandé aux Français, quand ils faisaient un achat sur mobile, les pages produits, la composition des pages produits, on leur a listé un certain nombre d'informations. On leur a demandé si sur mobile, ils aimeraient qu'elles apparaissent en plus gros, de bonne taille, en plus petit ou voire complètement disparaître. Et en fait, quelles sont les informations les plus utiles pour les Français lorsqu'ils consultent une page produit sur mobile? C'est avant tout les coûts de livraison, pour 30% d'entre eux. Ensuite, les conditions d'échange et de retour. La disponibilité du produit en magasin à égalité avec le prix du produit, à égalité avec la date de livraison estimée, et juste après les délais de livraison. Donc, vous voyez, on est vraiment sur, en dehors du prix, qui est un critère qu'on connaît bien, la possession du produit, donc tout ce qui concerne la livraison, l'échange, le retour, les délais, les coûts, la date, etc. Ensuite, on a un autre groupe qui est un peu plus classique sur la descriptif, la photo, etc. Il faut regarder que en bas de tableau, vous voyez que les suggestions d'autres produits qui plaisent beaucoup aux distributeurs pour faire de l'upselling, du cross-selling, sont majoritairement rejetées puisqu'il y en a 16% qui voudraient la voir disparaître et 15% qui aimeraient qu'elle apparaisse en plus petit. La liste des magasins de l'enseigne, très étonnamment, les Français n'en veulent pas majoritairement sur la page produit. Ils veulent pouvoir trouver l'information sur le site, voire même sur Google, et on a vu que c'était un des premiers éléments qui étaient recherchés, mais pas sur la page produit. Quant aux fonctionnalités importantes sur le téléphone mobile, on leur a demandé, quand vous faites un achat sur téléphone mobile, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et on a 84% des Français qui nous disent que c'est aussi important, voire plus important sur mobile que sur ordinateur, c'est la possibilité d'être livré à domicile gratuitement sans condition.
Ensuite, on a le retour ou l'échange des produits sans frais. La rapidité globale de l'acte d'achat, qui est forte sur le mobile. Le nombre de photos du produit. On a vraiment besoin aujourd'hui, on n'a plus de problème de débit, d'affichage, etc. On a besoin de bien voir à défaut de toucher le produit. Lié à ça, la vitesse de chargement des pages, la possibilité de faire du click and collect, du click and réserve, la rapidité de paiement, qui est aussi un point important, et un gros plus sur le mobile par rapport à l'ordinateur, c'est la dématérialisation de la carte de fidélité et des coupons, avec également la personnalisation des offres en fonction de la géolocalisation. Anaïs? Oui, écoute, si je fais un zoom sur quelques-unes des fonctionnalités, la livraison notamment ou les informations que le consommateur attend, le mobile va servir à apporter des infos sur le produit, mais également des services pour qu'il puisse récupérer le produit et l'accompagner jusqu'à l'étape de paiement. Donc, c'est un outil sur lequel le retailer a tout intérêt à capitaliser pour offrir un maximum de facilité et d'informations à son consommateur pour rendre son parcours le plus agréable possible. Dans une démarche de Web to Store, il peut effectivement aussi être très efficace. Il y a des services comme le Click and Collect Express ou la ligne réservation qui peuvent être activés sur un mobile, accessibles via un site web avec un responsive design ou une app, mais qui permet de faire ce lien entre le mobile et le magasin et qui va booster les performances finalement des ventes des retailers. Donc nous, on l'a observé à notre niveau l'année dernière, parce que c'est des services qui ont eu vent en poupe, qui ont été activés par beaucoup de nos clients. Je vais citer Jeff de Bruges qu'on va voir un petit peu plus tard, qui notamment a pu augmenter le nombre de ses ventes en ligne par 3 en fin d'année, et puis qui clairement a vu une grosse tendance de services web to store qui avec plus de la moitié des commandes effectuées sur le web via mobile ou ordinateur qui ont été retirées en magasin, donc qui viennent effectivement confirmer la tendance. Bien sûr. Alors ensuite, question très étonnante, on leur a listé à ces Français des sollicitations et on leur a demandé quelles étaient les sollicitations qui les incitaient le plus à acheter sur mobile. Eh bien, la première sollicitation pour 50% d'entre eux, c'est des promotions en magasin. Les promotions vues en magasin vont inciter à l'achat sur mobile. Deuxième incitation, ce sont les communications papier, catalogue, prospectus, qui vont inciter à acheter sur mobile. Ensuite, on a les emails. Alors là, certes, on voit le lien un peu plus évident. On reçoit le mail, on clique et on achète sur mobile. Ensuite, les notifications d'applications sur smartphone, pour 28%. Les publicités sur le site web. Et puis, les sollicitations géolocalisées. Ce qui est quand même extrêmement étonnant, c'est que, alors, il y a 28% des Français déjà qui sont beaucoup incités par au moins une des sollicitations, parce que c'est entre beaucoup et assez. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que ce sont les sollicitations physiques qui vont inciter à acheter prioritairement sur mobile avant les sollicitations digitales. Je pense qu'on en reparlera avec nos distributeurs, mais ça questionne beaucoup sur les stratégies marketing des enseignes. Ensuite, on leur avait listé, terminé, différentes fonctionnalités en leur demandant leur intérêt. Lors d'un achat en magasin, par quel type de fonctionnalité vous seriez intéressé? Il y a 36% des Français qui sont intéressés par très intéressés par au moins une des fonctionnalités. Ils sont 53 à nous dire que la priorité pour eux, c'est une appli mobile qui permette de dématérialiser leur programme de fidélité quand ils sont en magasin. Et on a vu d'ailleurs que ça fait écho à l'usage dont on parlait tout à l'heure. Un Français sur deux qui aimerait utiliser une appli mobile qui permet de simplifier le retrait, donc le click and collect ou le click and reserve, en affichant directement un bon de retrait. Un Français sur deux aussi, une application mobile pour connaître la disponibilité du produit dans un autre magasin et de le réserver ou de prendre rendez-vous. On est à 43% pour une appli qui permet de retrouver des infos produits. Donc des avis, des tutoriels, des vidéos. Toujours au-dessus de 40%, une appli de géolocalisation permettant de trouver rapidement l'emplacement du produit dans un rayon ou dans le magasin. Donc ça, c'est valable dans des très grands magasins, en alimentaire, dans le meuble, etc. 42% aussi, une appli qui permet de suivre en temps réel
les événements promotionnels dans son magasin, donc dans sa zone géographique. Scanner ces articles avec le téléphone mobile et le payer, donc ce qu'on appelle le scan and go, pour éviter le passage en caisse. Une appli mobile qui permet de mettre en situation à domicile un article vu en magasin, donc avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Une application qui permet de mieux connaître sa taille sans avoir à passer en cabine, donc pour ne pas avoir passé en cabine, ou pour essayer un essayage, pour tester un essayage virtuel. Et enfin, des applis qui permettent de faire venir un vendeur en rayon ou en cabine, de l'appeler sans sortir la tête de la cabine, tout ce qu'on peut connaître, de garder sur le mobile une trace de tous les produits vus en magasin, donc en liste d'envie ou dans un panier. Et enfin, c'est quand même pour un Français sur 4, contacter un expert en vidéo ou en chat lorsque vous êtes dans un rayon. Anaïs, on voit que le mobile est un partenaire du consommateur lors d'un achat en magasin. Oui, complètement. Et puis, on est en plein dans cette ère du nouveau retail, du commerce initié, ou même si on parle de mobile depuis le début de ce webinaire, on en revient inévitablement au magasin, qui a encore une place très importante aux yeux du consommateur. Et puis, oui, effectivement, confirmant qu'il est impératif au retailer aujourd'hui qui veut, surtout au retailer physique, de conserver la carte magasin comme un réel atout, et de capitaliser aussi sur l'omniprésence du digital et du mobile pour rendre cette expérience en magasin la plus interactive, la plus intéressante, la plus passionnante possible. Et je pense que des deux, ce mariage entre les magasins et le mobile, c'est la clé de la réussite finalement pour gagner le cœur du consommateur, qui reste encore très attaché au physique, à l'ambiance, au toucher, au fil du magasin, mais qui ne va pas se déconnecter de son téléphone portable parce qu'il fait partie intégrante de sa vie. Merci Anaïs. Alors, je voudrais qu'on retrouve nos intervenants. Aurélie, chez Jouet Club, tu nous as parlé d'une stratégie mobile first, ce qui est quand même très important. En termes de click and collect, vous avez eu des évolutions considérables, mais les fonctionnalités qu'on vient de voir demandées par les consommateurs, vous voyez aussi une avancée certaine. Tout à fait. Dans notre cas, on propose du click and collect depuis 2012. On a été un des premiers spécialistes, notamment du jouet, à le proposer. On a d'ailleurs appelé ça Drive parce que la dénomination click and collect commençait à peine à monter et était encore une chasse gardée de la part de Darty. C'était quelque chose de surtout très connu dans l'alimentaire, plus que dans d'autres services. Donc, plutôt pionnier à notre façon et dans notre petit périmètre. Sur le sujet, effectivement, notre site internet, en plus d'être mobile first, il est résolument tourné vers le point de vente. Dans notre cas, nous sommes une coopérative, donc on a vraiment la vocation de faire vivre le retail pour après revenir aux différents accroches du mobile. En fait, au niveau du mobile, on essaie de proposer une expérience assez complète à nos utilisateurs. Ce téléphone portable, de toute façon, il est greffé dans la main de tout le monde. Donc, en fait, on essaie de le proposer sur plein de points. Par exemple, on propose de la réalité augmentée de façon à relier le commerce mobile avec le catalogue. Donc, par exemple, vous pouvez scanner l'intégralité de nos catalogues pour accéder ensuite à du contenu en réalité augmentée qui donne un petit côté un peu waouh marketing et qui fait vivre ce support papier, mais qui permet aussi de faire le lien avec notre e-commerce, tout simplement. Chacune des fiches produits est cliquable à partir de notre application de réalité augmentée sur Jouet Club, qui est sur iOS et Android, pour pouvoir après accéder à notre site de vente en ligne et pouvoir faire du e-commerce dans le sens livraison à domicile ou dans le sens drive alias click and collect. On développe aussi toute une partie mobile en magasin en équipant nos vendeurs de différents PDA pour qu'ils puissent réaliser une vente quoi qu'il arrive, en allant par exemple piocher dans le stock e-commerce si jamais ils n'avaient pas le produit en point de vente, mais aussi pour pouvoir répondre et montrer des vidéos de démonstration, par exemple, à des clients, parce que parfois, une petite vidéo ou des images valent les meilleures explications pour expliquer, par exemple, un jeu de société qui pourrait être un petit peu complexe. Donc voilà, d'une façon générale, on essaie d'avoir une certaine... Le mobile est de toute façon omniprésent, donc on essaie de faire le lien avec tout ça en proposant différentes interactions entre nos différents supports, notre vie en magasin et ce qu'on peut proposer sur Internet. C'est passionnant. Alors la réalité augmentée, c'est vrai qu'on l'a vu dans le jouet. Ce que je ne savais pas, Nicolas, c'est qu'on parlait aussi de réalité augmentée dans le secteur de l'automobile. Voilà, j'étais scotché.
Effectivement, on a testé un concept aussi de réalité augmentée pour tester le coffre de toit, donc l'essayage virtuel du coffre de toit. C'est quelque chose qu'on a fait en Espagne et qui permet quand même d'appréhender un peu le volume et directement sur son véhicule. Donc c'est un effet, vraiment double effet qui se coule, qui est vraiment intéressant en termes d'expérience. Et non, ça c'est vrai que c'est des chouettes concepts. Après, je rejoins pas mal ce que disait Aurélie, hein, sur le côté, le mobile qui devient vraiment le partenaire du consommateur en magasin. Nous, c'est aussi, on installe aussi des systèmes de QR code qui permettent d'aller consulter un guide d'achat en vidéo, par exemple, sur un produit, comme je disais, sur des produits techniques. Ça fait tout à fait sens pour avoir une expérience enrichie. Et sur le pendant des collaborateurs, finalement, des gens qui accueillent nos clients en magasin, on est aussi en train de revoir tout l'écosystème de prise en charge client avec des mobiles, justement, et des applications dédiées qui permettront de rendre l'expérience plus interactive et que finalement le mobile soit là comme support de discussion dans la vente, mais qui finisse par s'effacer et revenir à une vente plutôt humanisée, on va dire, hein, finalement. Mais c'est vraiment un outil qui rend le vendeur augmenté et qui permet la transformation du client. Alors, avant de répondre aux questions, et qu'on puisse tous d'ailleurs répondre aux questions, on voulait juste vous montrer une dernière diapositive. On a demandé aux Français quelles étaient, selon eux, les enseignes qui proposaient, les enseignes en France, hein, qui proposaient la meilleure expérience de commerce sur mobile, et ce, par secteur d'activité. Et les résultats sont très intéressants. Alors, au classement général, on a en numéro 1 Amazon, Decathlon. Alors, Amazon, on sait pourquoi, il n'y a rien à dire. Decathlon qui fait beaucoup d'efforts en digital au sens large depuis des années, et un nouveau Gel de Bruges, alors on ne s'y attendait pas. Et quand on regarde par secteur d'activité, vous avez ici les podiums. Alors c'est pas pour rien si on a demandé aujourd'hui à Aurélie et Nicolas d'être avec nous, parce qu'ils sont dans leur catégorie les enseignes préférées des Français, et c'était intéressant pour nous d'avoir le retour d'enseignes qui ont investi et qui proposent des expériences intéressantes. Mais vous voyez, voilà, Noroto, Yves Rocher, Histoire d'Or, Leroy Merlin, Gel de Bruges, la Fnac, Amazon, bien entendu, qui écrase tout Amazon. En alimentaire, c'est assez regroupé, mais c'est quand même Carrefour qui est en tête. Jouet Club bien devant ses concurrents. Ikea, très étonnant d'ailleurs, parce que dans la maison, on n'est pas très très bon en général en e-commerce et sur mobile en particulier. Dans la mode et l'habillement, il y a beaucoup d'enseignes, donc c'est très éclaté, mais c'est Kiabi qui est en tête, comme assez souvent d'ailleurs, Kiabi dans les études est très souvent devant, et Decathlon qui écrase le marché du sport. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va maintenant répondre à vos questions. Alors, j'en vois deux là auxquelles nous n'avons pas encore répondu, mais je vous engage tout de suite à les poser donc, dans l'onglet questions, qui est là sur le côté pour moi. Alors, la première, l'impact de l'âge des consommateurs et les usages ne fait pas pour le moment partie de vos critères. Est-ce le cas dans la suite de la présentation? Alors, ça fait partie des critères. En fait, l'étude, dans sa globalité, elle fait 150 slides. Donc, on a choisi aujourd'hui, avec Anaïs, de vous présenter un aperçu. Maintenant, on est tout à fait disponible en one-to-one pour donner des éclairages. Comme je vous l'ai montré dans les premiers slides de méthodologie, on a le tri de l'ensemble de ces réponses par catégorie d'âge, d'agglomération, de niveau de revenu, géographique, etc. Donc, oui, ça y est. On n'a pas ressorti ces chiffres-là aujourd'hui. Ce que je peux simplement dire, c'est que là où il y avait une prédominance forte du mobile chez les populations plus jeunes, aujourd'hui, ça s'est beaucoup ramassé. Et on voit que les populations au-dessus de 50 et les seniors ont considérablement rattrapé, y compris fortement depuis cette année compliquée. Deuxième question, mais n'hésitez pas à en poser... parce qu'on est pile poil dans les délais. Est-ce que l'interaction via WhatsApp ou WeChat pour les clients internationaux est mesurée dans le cadre de développement du live shopping et la facilité de réservation et d'achat? Non, on ne l'a pas mesuré. On n'a pas été jusque-là, parce qu'on n'a pas été sur les interactions, on a été sur l'usage dans l'acte d'achat. Or, WeChat, WhatsApp, aujourd'hui en France, on est dans le conversationnel, pas en Chine, où là, on a des sites mobiles qui sont des mini-programmes de chat. Aujourd'hui, ça n'est pas en France. Aujourd'hui, on se sert
la clientèle étrangère se sert de WeChat dans certains commerces sur les Champs-Élysées, Rossmann pour payer, donc avec WeChat Pay ou Alipay. C'est le début, mais on n'a pas encore d'usage d'achat sur ces plateformes en France, à ma connaissance. Quelles fonctionnalités ont contribué le plus à l'achat mobile dans les secteurs respectifs? Donc là, on va demander ça respectivement à Aurélie et Nicolas. Alors, dans les fonctionnalités, j'entends, je pense, des fonctionnalités qu'on a proposées aux Français. Aurélie, tu nous as parlé du Click and Collect. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Puis après, on demandera pareil à Nicolas. Dans les fonctionnalités qu'on peut avoir, il y a notamment tout le store locator avec la géolocalisation des points de vente qui, pour nous, fonctionne extrêmement bien. On a la chance d'avoir un très bon maillage territorial et on est vraiment sur du magasin de proximité avec de la relation client. Donc, les gens cherchent à venir nous voir à tout moment. Je vous dirais surtout, voilà, la fonctionnalité de livraison à domicile, la fonctionnalité Drive et la fonctionnalité Store Locator. Après, on a d'autres outils comme de la réalité augmentée, mais c'est pas sur notre site internet pur et dur. C'est une application propre. On avait aussi un outil de liste de cadeaux aussi lié à la réalité augmentée qui était proposé sur cette fin d'année et qu'on est en train de retravailler et qui a bien fonctionné. Et dans les très grandes largeurs, ça va être les principaux outils. D'accord, merci. Nicolas, de ton côté, chez Noroto? Moi, je dirais énormément le Store Locator, effectivement, qui est toujours très consulté, qui fait partie intégrante des bonnes fonctionnalités. Il y a aussi une fonctionnalité qu'on a annoncée récemment, c'est le passage du retrait précédemment à 2 heures, retrait en magasin, qu'on a passé à 1 heure. On a au départ testé ça dans une région et déployé sur toute la France très rapidement parce que ça a vraiment eu un lift sur nos chiffres. Et après, je dirais que fondamentalement, dans chaque feature, chaque petite optimisation qu'on met en œuvre, on est vraiment dans une logique mobile first. C'est-à-dire que toutes les équipes sont focalisées sur les temps de chargement sur mobile, sur plein de petites sommes de détails qui, dans l'expérience, font qu'on optimise le plus possible l'expérience sur mobile avant toute chose. Et ça a un impact sur la transformation. Merci Nicolas. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le distinguo est fait entre les apps et le site mobile responsive? Quel est le canal le plus pertinent pour la conversion app mobile responsive ou progressive web app? On n'a pas voulu faire cette distinction dans cette étude-là pour une raison simple. C'est qu'on a des comportements qui sont extrêmement différents. D'abord, des enseignes qui proposent au nom des apps et des consommateurs. Ça dépend du type de produit, ça dépend de la fréquence et de la régularité. Vous avez bien vu qu'on a certains secteurs où la consultation du catalogue a une importance plus forte, où la récurrence d'achat est différente, où on va avoir des applis avec des notions de fidélité, etc. Et on a d'autres secteurs où un beau site mobile responsive, web app, etc., va suffire. Donc c'est pour ça que dans cette étude, comme elle était tout secteur, on n'a pas voulu faire cette distinction. Et moi, je me garde bien de répondre sur quel est le canal le plus pertinent pour la conversion. Ça dépend de tous ces paramètres, mais également du positionnement de l'enseigne, de son positionnement de prix, donc de l'adéquation de son positionnement avec sa clientèle et le comportement spécifique de sa clientèle, donc il n'y a pas de règle. Les apps sont intéressantes, encore une fois, quand on peut faciliter la vie du consommateur, donc la récurrence d'achat, le fait d'être identifié automatiquement, d'avoir un lien avec son programme de fidélité s'il est assez strong ou complexe, etc. Oui. Sinon, une belle app mobile liée à son référencement, etc., ça peut être beaucoup plus efficace aussi. Donc ça dépend des contextes. La liste de cadeaux a été beaucoup utilisée en mobilité par les publics jeunes concernés sur tablette de leurs parents ou sur leur propre mobile. Ça, c'est pour Aurélie. Discrètement, j'étais en train de répondre en parallèle. Non, nous n'avons pas quantifié les typologies de personnes qui ont utilisé cet outil et ça fait justement partie de nos points d'amélioration de façon à mieux travailler le sujet. D'accord. Alors, on va prendre peut-être une dernière question juste avant de conclure parce que là, il est 11h55. Ah ben non, c'était pas une... Ah si, Jeff de Bruges, est-ce contextuel à l'effet chocolat de Pâques? Non, puisque l'étude a été faite en janvier, mi-janvier, donc je pense qu'on était assez loin des chocolats de Pâques. On était en revanche après les fêtes de Noël, un mois après les fêtes de Noël. Mais comme on a posé la question
en fait, si je reprends les résultats, je vais y remonter là. On a posé la question aux Français par secteur d'activité. Si Jeff de Bruges est troisième au général, c'est parce qu'il a 40%, mais je ne m'attache pas forcément au général parce qu'il est dans un secteur où il y a moins d'acteurs. Donc, il faut plutôt regarder ces résultats par secteur. Et Jeff de Bruges est à 40%, quand le suivant, Léonidas, est à 21% et de Neuville est à 7%. Voilà pourquoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais, après, ce sont des commentaires. Alors, je pense, excuse-moi Mike, ouais, alors j'ai peut-être raté l'information, mais une question de Charles-Antoine. Vous parlez d'expérience d'achat sans couture ou fluide, mais quels sont les usages? Oui, ça, on a répondu quand tu as dit. On a répondu. J'ai eu un souci de connexion à un moment donné, donc j'ai pas je pense, j'ai un œil sur l'écran, je pense qu'on a répondu à tout. Alors, vous aurez donc l'intégralité de la présentation, vous avez nos coordonnées. Avant de laisser Nadège conclure, je voulais vous dire d'abord qu'on est à votre disposition avec Anaïs, vous avez nos coordonnées, les réseaux sociaux, etc. Si vous voulez aller plus loin sur cette étude, je voulais remercier très chaleureusement Aurélie et Nicolas parce que ce type de présentation, même si nous on est connecté avec Anaïs au terrain, sans la voix directe des distributeurs, ça n'a jamais la même couleur. Donc, je voulais les remercier très chaleureusement. Anaïs, bien entendu, ma partenaire pour d'autres études, et vous verrez dans les prochains mois qu'on travaillera ensemble sur d'autres sujets, parce que cette complémentarité entre l'expertise de Proximi sur le commerce unifié et ce qu'on fait chez I Love Retail sur le commerce au sens large est très intéressante. Voilà, puis je vous dis à bientôt. Nadège, les prochains événements de Cap Digital. Merci beaucoup, Mike. Effectivement, plusieurs prochains événements. Donc, je vous mets le lien dans le chat vous permettant d'aller consulter l'ensemble de notre programmation. Mais là, c'est une petite mise en visibilité. Donc, dès demain matin, une collaboration avec la chaire logistique urbaine qui va nous présenter les différents travaux. Donc, demain, 9h. Suivi le vendredi 9 avril de 10h à 11h, la logistique des circuits courts alimentaires. Donc, la même chose, vous pouvez toujours aller vous inscrire sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat. La slide suivante, s'il te plaît, Mike. Je te remercie beaucoup. L'économie circulaire, donc c'est un sujet à la mode cette année pour beaucoup de structures. Donc, on va la traiter sous différents angles. Donc, les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles économiques durables de l'économie circulaire, avec beaucoup de retours d'expérience sur différents aspects. Donc, le mardi 13. Panorama des aides, des appels à projets nationaux et aides à l'innovation Hauts-de-France. Donc, le jeudi 15 avril 2021 de 10h à midi. Donc, avec plusieurs acteurs, notamment BPI France, Euratechnologie, la région Hauts-de-France, bien évidemment, ainsi que HDFID. J'en profite pour dire à Marine et Sophie, donc j'ai vu votre petit message dans le chat, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous inscrire à cet événement où on vous mettra justement en visibilité toutes les aides possibles en fonction de votre secteur d'activité. Voilà, et le mardi 11 mai, de 10h à 11h15, la Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs des nouvelles mobilités, présenté en collaboration justement avec un de nos partenaires, Mobivia. Notre équipe est toujours à vos côtés en cette période toujours un peu compliquée, donc on a mis à votre disposition plusieurs moyens de rentrer en contact avec nous, soit un jot form pour nous faire part de vos difficultés, ou alors directement une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter et on s'engage à vous répondre dans un délai de 24 heures maximum. J'en ai terminé avec ces quelques chiffres. À mon tour de remercier Aurélie, Anaïs, Mike et Nicolas. Merci beaucoup pour la présentation de l'étude, pour votre expertise, pour votre disponibilité et j'en passe. Merci encore. Pour rappel, on vous partagera le replay, le support de présentation. Aurélie, Mike, Anaïs, Nicolas, au plaisir de collaborer une fois encore ensemble. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite à tous, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller consulter l'ensemble de notre programmation et vous inscrire à nos prochains événements. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. Excellente journée. Au revoir.